Bonjour, soyez le bienvenu dans ce cours de réseau informatique. Donc, je suis Soufiane Mahatli, l'instructeur de cette session, et je suis ravi de vous présenter le chapitre 4 sur les protocoles et les couches OSI. Voilà, le module 4 a pour objectif voilà, d'explorer les différents protocoles et les couches OSI. On a 7 couches bien sûr, explorer. Bien sûr, il y aura des travaux théoriques et pratiques pour cette classe. Les travaux pratiques ils sont menés à travers ce qu'on appelle l'application Packet Tracer. Donc là, on va décrire les règles nécessaires pour se communiquer efficacement. On va parler des protocoles, ce qu'on appelle les protocoles qui sont indispensables pour la communication réseau. On va voir toute la suite protocolaire inclue dans les différents, dans le modèle USI. On va parler aussi les organismes de normalisation, du modèle de référence. On va parler aussi des mécanismes de encapsulation des données dans le modèle et bien sûr l'accès aux données, comment ça se passe. Ce sont tous les objectifs de ce cours. Bien sûr, il y aura des exercices dans le rôle de concevoir un système de communication bien déterminé. Donc, c'est quoi la communication? Donc, on parle des règles de communication et donc là, on parle d'une source et une destination. Donc, vous avez quelque part une source, voilà, c'est ce qu'on appelle l'expéditeur et on a ce qu'on appelle le récepteur. Donc, réellement, vous avez on appelle ça un TX et réellement, il y aura un LX. Donc, celui-là, c'est l'expéditeur et celui-là, c'est le receveur ou le récepteur de cette façon générale. Et bien sûr, la communication peut être faite dans un sens ou dans un autre sens. On parle d'un sens unidirectionnel ou un sens bidirectionnel. Voilà. Donc, le milieu ici entre ces deux sens, on appelle ça le canal de transmission. Donc, c'est le canal de transmission. Et un du but primordial du télécommunication, c'est le canal. Hein. Voilà, tout le monde, les chercheurs, les fabricants, ils modélisent le canal parce que le canal ici, il y a plusieurs supports que vous le connaissez, les supports câblés, les supports sans fil, etc. Pour le câblé, voilà, on va pousser ce qu'on appelle la bande passante voilà, donc dans les limites, ce qu'on appelle le Shannon, voilà, le père de la transmission, hein, donc, qui préparé ce qu'on appelle ou a établi une équation de capacité d'un canal de transmission. Bon, si on parle du câblé, par exemple, euh, si nous sommes sur un réseau câblé, le débit maximal, c'est environ 25 mégabits, bien sûr à travers des technologies bien déterminées. Mais là, puisqu'on travaille sur la fibre optique, c'est un canal de transmission et qui peut atteindre des gigas, des terabits de données. Mais voilà, donc jusqu'à maintenant, il y a des chercheurs qui travaillent et des laboratoires internationaux travaillent sur la fabrication de la fibre et pousser la limite de Shannon, voilà, pour envoyer des données fiables à travers ce canal de transmission. Il y a aussi les gens qui travaillent sur la partie sans fil. Et voilà, tout le monde il travaille via le 2G, le 3G, le 4G, le 5G. Actuellement, nous sommes dans l'ère du 6G. Et donc, c'est très important de travailler sur la communication de façon générale. Voilà. OK. Voilà, donc voilà, c'est le fondamental de communication. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va envoyer un message
d'une source qu'envoyée à une destination. Donc, c'est ça le message, hein. Et donc, ce message, c'est un message source. Donc, cet homme, il va parler ou communiquer avec cette dame-là. Donc, il y aura un signal transmis, voilà, via un médium. Le médium ici, c'est le canal, peut-être sans fil, peut-être câblé, etc. Et quelque part, il y a le récepteur. Voilà, le récepteur, ça dépend d'une direction à une autre. Et bien sûr, le récepteur, il va recevoir un message de l'autre côté. Voilà. Et donc là, on va établir des règles. Donc, les personnes doivent utiliser des règles ou des accords établis pour régir la conversation. Donc, le premier message est difficile à lire car il n'est pas formaté correctement. Le second montre le message formaté correctement. Bien sûr, là, il faut bien sûr envoyer des données, comme j'ai dit, fiables entre la source et la destination. Donc là, pour que la source et la destination, ils sont, c'est-à-dire, ils décodent le message correctement, on doit établir des protocoles qui doivent prendre en compte les éléments suivants. L'identification de l'expéditeur et du destinataire, l'utilisation d'une langue ou d'un syntaxe commun, vitesse et des délais de livraison, c'est très important. La vitesse, ça diffère hein, d'un câble à un autre, d'un support à un autre, etc. Et la demande de confirmation ou l'accusé de réception, par exemple, par exemple, tu crois que tu as envoyé un message, mais pour une raison ou d'autre, il y aura des erreurs durant le passage entre l'émetteur et le récepteur. Et donc là, le message il est erroné à la réception. Et donc, je peux dire, voilà, si le message il est bien reçu, donc je vais un accusé, je vais envoyer l'émetteur un accusé de réception. Je dis, voilà, merci. Donc, voilà, j'ai bien reçu votre message. Sinon, je demande, par exemple, une retransmission. Donc, les protocoles informatiques communs doivent être en accord et comprendre les exigences suivantes. On doit coder les messages, on peut formater les messages, encapsuler les messages, on doit vérifier la taille de message, on doit synchroniser les messages, etc. Donc là, c'est de la même façon. Donc, je vais envoyer de la source à la destination, mais dans cette figure, comme vous voyez, on a ajouté un codeur, quelque part ici, un codeur et un décodeur. Voilà. Donc, c'est très important, le codeur et le décodeur. Surtout, lorsqu'on parle du codeur et du codeur, on parle d'une transmission comment? Analogique ou numérique? Généralement, on code quelque chose de binaire, c'est pas de l'analogique. Donc là, on parle de binaire ou d'un format bien déterminé. Donc, c'est quelque chose, c'est-à-dire numérique, numérisé, qu'on peut le coder. Voilà. À travers ce codage-là, je serai capable de connaître si le message il est ordonné ou non. Donc, je peux insérer, par exemple, une séquence connue au préalable à l'émission et la réception. Voilà, je peux insérer, voilà, je dis, voilà, par exemple, voilà, j'ai une séquence 1, 0, 0, 1, 0, 0. Je vais dire, voilà, je vais insérer quelque part, par exemple, pardon, je vais insérer quelque part ici. Peut-être là, par exemple. Voilà. Un. Voilà. Dans la suite, hein. C'est juste la suite. Et donc, à la réception, si par exemple j'ai reçu c'est-à-dire je vais envoyer cette séquence en émission. Si j'ai reçu ici, par exemple, la même séquence, c'est 1, 0, 0, 1, 0, 0. Donc, c'est bon. Donc, j'ai reçu cette séquence. Je dis, voilà, le un il est bien reçu, il est connu, donc j'ai pas de problème. Mais si je vais recevoir un zéro, voilà, donc le un a changé sa position ou son état, essentiellement son état, de un à 0. Et donc là, il faut faire attention. Donc, il y aura un problème qui réside dans mon message. Et donc, on doit corriger. Voilà.
C'est ça l'essentiel du codage du message. Donc, c'est un moyen pour nous aider à, bien sûr, comprendre que la discussion ou la communication, elle est faite de façon fluide, voilà, sans faute. Voilà. Donc, généralement, lorsqu'on va envoyer des messages, on va le formater. Donc, on ne va pas envoyer le message tel qu'il est, hein. Donc, c'est comme le message classique, hein. Les lettres sur les boîtes à lettres. Donc, lorsque tu vas envoyer une lettre d'une adresse à une autre, donc, on va mettre la lettre dans une enveloppe et je vais mettre la destination, la source, etc. Pour bien acheminer cette lettre par l'agent de la poste, par exemple, vers la bonne destination dans votre pays ou à l'international. C'est de la même façon, hein. Pour la machine, elle ne comprend pas comment elle va véhiculer le message. Et donc là, on va préparer ce qu'on appelle une adresse IP source, c'est l'adresse de la machine source, une adresse IP destination. Je peux ajouter aussi la version de l'adressage, V4 ou V6, hein, l'adressage, ce qu'on a déjà vu, hein, c'est le PV4 aussi. Je peux, par exemple, préparer aussi le payload length. Le payload, c'est la charge, c'est le message, c'est la longueur de ce message. Le traffic class, on utilise ça dans la partie, euh, ce qu'on appelle la qualité de communication et bien sûr, d'autres, bien sûr, champs indispensables qu'on peut le renseigner, bien sûr, sur notre message. Donc, cette format, elle a de taille 40 bytes et octets. Mhm. Voilà, donc on parle de taille de message. Le format du codage entre des hôtes doit être adapté au support. Donc les messages envoyés sont convertis en bits. Voilà, donc on a parlé de bits. Les bits sont codés, donc voilà, c'est le codage et la destination, elle va décoder. C'est ça. Une des buts essentiels de la transmission ou de la communication de façon générale est ce qu'on appelle la synchronisation. Elle sert à quoi la synchronisation? Elle sert à, bien sûr, à fixer ce qu'on appelle l'horloge entre l'émetteur et le récepteur. Par exemple, si j'envoie, par exemple, maintenant les données à un temps X, bien, à un temps T bien déterminé, normalement, je dois le recevoir. Donc, c'est ça le but de la communication, à au même temps T. Sinon, si je reçois les données dans un T plus un et donc si ou plus delta, par exemple, si ce delta-là, il est un peu large, il va vous engendrer quoi exactement? Il va vous engendrer ce qu'on appelle un décalage. Et si on a un décalage, ça va nous affecter ou il va influer essentiellement sur ce qu'on appelle la qualité de service. Donc, il y aura beaucoup de latence dans nos applications, essentiellement si on travaille avec des applications réelles en real time. Et donc, c'est très important de fixer ce qu'on appelle la synchronisation. Monsieur, il y aura beaucoup de travaux sur comment on peut synchroniser les messages. Voilà. Donc, pour la remise des messages, il y a plusieurs méthodes. Donc là, on parle de la méthode monodiffusion, multidiffusion et diffusion. Donc là, c'est la monodiffusion. Donc, je vais envoyer d'une source, vous voyez ici, d'une source à une seule destination. Le multidiffusion, je vais envoyer d'une source à quelques destinations, cette machine et cette machine. Et la diffusion, donc je envoie d'une source à toutes les machines de réseau. Mais il faut faire attention ici que si on a, par exemple,
un routeur comme ça. Voilà. Donc, et j'envoie quelque chose ici, c'est un switch. Voilà. Est-ce que le routeur, il peut envoyer quelque part ici? Il va diffuser ce message comme ça. Donc, non. Donc, généralement, le routeur, il bloque. Donc, il bloque la diffusion. Pourquoi? Pour éviter que cette technique doit être, peut-être, elle va être utilisée ou exploitée par des hackers ou des attaquants et ils vont inonder le réseau. Et comme ça, il y aura des problèmes sur notre infrastructure. Voilà. On appelle ça le déni de service, hein, donc, à éviter. Donc là, on peut définir aussi, c'est une illustration qu'on a, ce qu'on appelle les nœuds, voilà. Donc, c'est comme les nœuds, le nœud, c'est une machine ici, hein. Voilà, donc après, on aperçu les types de protocoles. On a des protocoles de communication réseau qui permettent le dialogue entre deux ou plusieurs périphériques sur sur le réseau. On a les protocoles de sécurité. Voilà, ce sont des protocoles qui permet d'identifier ou d'authentifier les utilisateurs. On appelle ça l'authentification, de vérifier l'intégrité de données, c'est-à-dire il n'y a pas de changement au cours de route du message envoyé dans la partie source. Voilà, aussi, il y a le chiffrement des données, c'est-à-dire crypter, envoyer les données de façon sécurisée. On parle aussi de routage, donc permettre au routeur d'échanger des informations sur leur itinéraire, détection du service et autres. Bien sûr, il y a d'autres protocoles qu'on peut les exploiter. Voilà, après, on parle de fonction de protocole réseau. Donc, les appareils utilisent ces protocoles, comme j'ai dit, pour se communiquer. Donc, on a la fonctionnalité adressage. Donc, elle va identifier l'expéditeur et la source, hein. Donc, l'expéditeur, c'est la source et la destination. On parle aussi de la fonctionnalité de fiabilité. Donc, on va offrir une garantie de livraison. Le contrôle du flux garantit aussi le flux de données à un rythme efficace, le séquençage de trafic et la détection d'erreurs, c'est-à-dire si on a des erreurs bien déterminées sur notre environnement, on peut faire une retransmission. Voilà. OK. C'est un moment. OK.
Voilà, pour l'interaction du protocole, donc les réseaux nécessitent l'utilisation de plusieurs protocoles comme le HTTP, le TCP, le IP, le Ethernet. Et donc, chaque protocole a sa propre fonction et son propre format. Voilà, donc vous avez le HTTP, le TCP et le protocole IP. Et donc là, on parle de l'analyse protocolaire. Généralement, on utilise, pour bien analyser ces protocoles-là, on utilise des logiciels comme le Wireshark. Voilà, on appelle ça Wireshark pour faire Wireshark pour faire les analyses de protocole, bien sûr, sur le réseau. Donc, on va faire la capture de trame et analyse de trafic. Donc, et on peut voir les protocoles, les entêtes, la charge, etc. Voilà, donc les protocoles ils doivent fonctionner avec d'autres protocoles. Donc, on parle d'une suite protocolaire. Donc, c'est un groupe de protocoles interdépendants nécessaires pour assurer une fonction de communication. Et donc, les protocoles sont affichés sous forme, en termes de couches. Donc, on a la couche physique, voilà, la couche pour le contenu, etc. Présentation ou autre. Et donc là, sur le modèle aussi, on a plusieurs couches. On a la couche réseau, par exemple, on définit le protocole Ethernet, le ARP, le WLAN pour les réseaux sans fil. Même pour le réseau sans fil, il y a des protocoles 802.11, il y a le A, le B, le G, le N, etc. Il y a le protocole Internet, ce qu'on a déjà vu l'autre fois. Il y a les PV4, les PV6, le CMPV4, le CMPV6. Il y a d'autres, le ARP, le EPIX, voilà. Pour le transport, on définit le TCP, le protocole orienté connexion et orienté non connexion, le UDP. Pour l'application, voilà. Si vous avez des applications, on peut se connecter en HTTP, en DNS, en DHCP ou FTP. Exemple de protocole TCP/IP, vous avez une machine qui est connectée à un serveur web. Donc, quelque part, l'utilisateur, lorsqu'il va se connecter à ce serveur, donc il va utiliser le protocole HTTP. Le transport ici, ça sera via TCP. Bien sûr, il y aura de communication réseau à travers le réseau IP qui est encapsulé quelque part dans une trame Ethernet. Et bien sûr, là, le câble va être, on peut utiliser un réseau LAN ou filaire ou sans fil. Il y a aussi, voilà, donc c'est un format éclaté, comme vous voyez, on a beaucoup de protocoles si vous travaillez sur le web. Donc, on a de HTTP, de HTTPS et de REST API. Voilà, le HTTP, c'est le protocole standard, mais non sécurisé si on utilise le HTTPS, c'est-à-dire avec un certificat. Donc, comme ça, je suis sécurisé. Je peux utiliser aussi le file transfer. Donc, le file transfer, là, c'est le FTP. Et donc là, le FTP, c'est le File Transfer Protocol. On peut l'utiliser souvent dans notre domaine d'études. Voilà, il y a les emails, le SMTP. Bien sûr, il y a le POP3, il y a ce qu'on appelle le DHCP KV4, le DHCP V6. On a déjà expliqué ça l'autre fois dans les cours IPv4, IPv6, le domain name system, etc. Donc là, comment je peux préparer par exemple un serveur HTTP? Donc, par exemple, donc je vais faire une petite démonstration. Voilà. Donc, je vais basculer sur Azure. Voilà. Non, je me connecte. On va répondre. Je me connecte sur Azure. Donc, je me connecte sur mon compte Azure.
Voilà, j'ai une machine ici. Donc, je vais allumer cette machine. C'est le serveur, hein. Je vais l'allumer. Voilà. Donc, je me connecte avec RDP. J'utilise l'adresse IP publique. Ah, c'était un VM sur le cloud, hein. Donc là, c'est le serveur web. C'était une machine Windows 11, en fait. Hum, Et voilà, je me connecte. Voilà, je suis connecté à une machine Windows 11. Donc là, je vais préparer un serveur web. Donc, je vais chercher ce qu'on appelle fonctionnalité. OIS. Mhm. Un moment. Windows Feature, ça s'appelle Windows Feature. Voilà, vous voyez ici son fonctionnalité Windows. Et donc là, sur une machine Windows 11, je peux appliquer ce qu'on appelle, ce qu'on a déjà vu, hein. Comment? IS, vous voyez ici, c'est le serveur web IS. Je peux aussi appliquer quoi d'autre? Mhm. La NFS, voilà, TCP/IP service. NFS, c'est pour le partage des fichiers. OSMB aussi, hein. Ce sont des protocoles aussi, voilà. NFS, c'est-à-dire je peux rendre cette machine comme étant un serveur de partage, hein, sur le réseau. Aussi bien pour SMB. SMB, c'est un protocole propriétaire à Microsoft. Il y a le Telnet, il y a le FTP. Vous voyez ici le FTP, ce qu'on a déjà vu. Quoi d'autre? Bon, moins deux, hein. Et je vais l'activer et j'attends l'installation et l'activation de ces deux services. Voilà, c'est bien installé. OK, je cherche ici le IIS, ce qu'on a déjà installé. Vous voyez ici, c'est le serveur web. Voilà. Voilà, le serveur web, il est bien installé, comme vous voyez. Là, par défaut, il a un site web qui s'appelle Default Website. Et je me connecte. Vous voyez ici, c'est que je peux se connecter à travers un site web par défaut qui s'appelle Default Website à travers le protocole HTTP et le port 80. Et voilà.
J'ouvre la page par défaut de ce site web. Voilà, je vais ouvrir avec Edge. Hop, hop, et voilà. Vous voyez ici, c'est que je suis connecté à mon serveur web avec bon, HTTP. Donc, je peux taper HTTP localhost. Je suis bien connecté. Ou par exemple avec l'adresse IP, hein. Donc, l'adresse IP locale, hein. Donc HTTP, donc localhost, ça marche bien. Voilà. Ou HTTP. Réellement, je peux taper 127.0.0.1. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a installé un serveur, ce qu'on appelle un serveur web, et nous sommes connectés à ce serveur web avec le protocole HTTP. C'est un exemple d'utilisation et vous pouvez bien sûr faire cette installation chez vous de la même façon sur une machine Windows 10 ou serveur ou 11 ou même serveur. Mais dans le serveur, il faut activer le service, hein. Donc, il y aura une méthode. Vous pouvez googler pour bien travailler sur ça. Mais vous pouvez aussi voir ce qu'on appelle le FTP. Voilà. Voilà. Et il faut bien chercher les commandes pour FTP. FTP de Windows. Command. Voilà. Donc, il faut taper TF. Donc, on a fait l'activation. Donc, ici, le FTP ou TFTP. Donc, c'est bon. Yep. Voilà. Vite. Ah non. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Donc, je suis connecté directement. Voilà. C'est PowerShell. TFTP. Voilà. Et le FTP, c'est quoi? C'est un moyen de transférer les fichiers d'un client à un serveur. Voilà. Je peux faire TFTP-1 au host. Voilà, pour voir TFTP host. Mhm. Voilà, il faut se spécifier quelque part comment je vais transférer les fichiers, etc. Donc, là, ici, donc, d'un host à une destination. Hmm. Voilà. Et il y a d'autres, hein. Il y a ce qu'on appelle le FileZilla, par exemple. On peut créer un FileZilla serveur sur une machine distante et un FileZilla client. Et il faut l'installer. Donc, c'est très simple. Il s'appelle FileZilla. Et voilà. FileZilla. Vous voyez, tu peux, voilà. Soit tu installes le serveur ou le client. Par exemple, on va installer les deux. Ici, le serveur. Ici, client. On va installer le serveur. Vous voyez ici. Donc, c'est une architecture client-serveur, hein. Agree, next. Admin, admin. Voilà.
Et tu peux installer aussi les clients. Voilà, je suis en cours, hein. Voilà, le client. Vous voyez? Donc, vous avez un client et le serveur, il est au serveur. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on va faire? Point 1, voilà. Ok. Voilà, elle dit, et j'ai pas pu connecter au serveur. 22. Et là, c'est le serveur. Vous voyez quelque part ici, administrer le serveur, c'est là. Voilà le serveur. Password. Voilà, ici c'est le serveur. Mhm. Voilà, c'est l'administration. Je peux créer voilà, le path. Ajouter un utilisateur de notre acquire, par exemple. Voilà. Donc, le serveur, il est bien connecté. Donc, je vais ici la connexion au serveur. Allez. Et voilà, c'est Anonymous. Dis Open Anonymous. Moi, c'est cette partie, hein, serveur qui n'est pas connecté. Il y a des problèmes. Je peux utiliser user. Voilà. Voilà.
Voilà, il y a des problèmes de connexion entre le client et le serveur. Voilà, il y a des problèmes. Connection aborted. Bon, je suis connecté sur le même serveur, hein, malgré le serveur il est connecté. Vous voyez ici, c'est bien connecté. Et je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà, juste, voilà. Donc, je vais pas te perdre, on va pas perdre beaucoup de temps dans le troubleshooting parce qu'il faut bien préparer le serveur. Mais de toute façon, voilà ce qu'on a déjà fait, hein. C'est l'installation du serveur, l'installation du client et vous devez être capable de connecter du client à un serveur. Et bien sûr, vous devez être capable de transférer des fichiers d'un part à un autre. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce point? Voilà, quelques démonstrations pour comprendre de quoi il s'agit, hein. Donc, je ferme cette VM. J'ai pas besoin, mais j'ai besoin de arrêter le machine sur Azure. Faire un stop. Voilà, quelques secondes et qu'on continue, s'il vous plaît.
Jenny, s'il vous plaît. Voilà. Je reviens sur le cours. Donc, voilà le processus de communication TCP/IP, hein, ce qu'on a déjà vu, hein, le serveur web avec un client web. Donc, tu peux se connecter avec votre client de la même machine, hein. Tout à l'heure, on a connecté à partir du serveur lui-même et à partir d'une autre machine distante sur le réseau Internet. Par exemple, je peux, par exemple, se connecter à Google ou autre, hein. Vous connaissez comment, bien sûr, maintenant utiliser le HTTP ou le HTTPS. Et donc là, on parle d'une encapsulation. Vous voyez, donc le données, data, il est encapsulé dans un euh, paquet et puis voilà, on appelle ça dans le TCP, dans un segment, puis le TCP il est encapsulé dans un paquet IP, le paquet IP il est encapsulé dans le Ethernet. Voilà, on appelle ça l'encapsulation. Dans l'autre sens, dans l'autre côté, voilà, donc c'est côté serveur. Dans l'autre côté, je vais faire le déencapsulation. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, réellement, j'ai un paquet, une trame Ethernet. Donc, j'enlève l'Ethernet. Donc, je reçois le paquet IP pour le TCP segment jusqu'à les données. Voilà. Quelques normes internationaux, les organismes de normalisation, les intervenants ici dans le domaine, il y a le I3E, le AENA, on a parlé de AENA, ICANN, UTF et autres. Voilà. Donc, les normes, ils peuvent nous encourager et encouragent ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire si une entreprise elle fabrique une carte réseau, donc cette carte réseau doit fonctionner en Chine, par exemple, elle doit fonctionner avec d'autres cartes réseau en États-Unis ou autres, et compétitives et innovatives. Donc, les organismes généralement sont neutres, gratuits par les organisations et créés pour développer et promouvoir le concept de normes ouvertes. Il y a les normes Internet aussi. On a le Internet Society, le Task Force, Internet Engineering, Internet Research Task Force. Voilà, tout ça, ce sont des groupes de travail pour l'amélioration du réseau Internet partout dans le monde. Donc, on a le AENA qui va, c'est-à-dire qui participe à l'élaboration bien sûr, du planification des adresses IP, etc., des domaines et des ports TCP, DP. Il y a d'autres, hein, le I3E, c'est pour Institute of Electronic Engineering, Engineer Telecommunication Industry Association et l'UT. L'UT, c'est l'Union internationale de télécommunications. Il est très bien répandu partout dans le monde dans le domaine télécom pour la réglementation du domaine télécom. Après, vous avez voilà, c'est un travail pratique pour la recherche sur les normes de mise en réseau. Donc, vous allez rechercher les organismes de normalisation et vous préparez une réflexion sur les réseaux Internet et les réseaux informatiques. Voilà, donc si on présente toutes les couches réseau, comme vous voyez, on a une couche physique, une couche liaison données, une couche réseau, une couche transport, une couche session, une couche présentation et application. Pour chaque ensemble de couches, on a ce qu'on appelle les protocoles. Par exemple, dans le physique et liaison données, on parle de protocole Ethernet, le SONET, le SDH, le WLAN. Dans la couche réseau, on parle de SCP, IPv4, IPv6, DHCP-KV4, DHCP-V6. Dans le couche transport, la couche transport, on parle de TCP, UDP. Et dans les autres couches, on parle des protocoles HTTP, DHCP, FTP et autres. L'avantage d'utilisation des couches, c'est qu'elle va nous aider à la conception des protocoles, elle encourage la compétition, empêche que le changement de technologie ou de capacité d'une couche n'affecte pas d'autres couches et fournit un langage commun pour décrire les fonctions des capacités de mise en réseau. Voilà.
Voilà, les sept couches, hein. Donc, il y a la couche physique qui décrit les moyens d'activer, de maintenir et désactiver les connexions physiques. La couche liaison de données, elle décrit les méthodes d'échange de blocs de données. Le réseau, elle fournit les services permettant d'échanger des données individuelles. Le transport définit les services permettant de segmenter, transférer et réassembler les données pour les communications individuelles. La session permet une représentation combine des données transférées entre les services et les couches à application. La présentation, elle permet une représentation commune des données transférées entre les services et les couches applicatives. Et l'application, elle permet et contient des protocoles utilisés pour des communications processus à processus. Il y a aussi un modèle de référence qui s'appelle TCP/IP, constitué de quatre couches. Il y a la couche réseau, la couche Internet, la couche transport et la couche application. Donc là, on parle de l'accès réseau qui contrôle les périphériques matériels et les supports qui constituent le réseau. La couche Internet détermine le meilleur chemin à travers le réseau. La couche transport prend en charge la communication entre plusieurs périphériques à travers divers réseaux. Et la couche application, ok, elle représente les données de l'utilisateur ainsi que le codage et le contrôle des dialogues. Voilà. Exemple là, c'est la comparaison entre les deux modèles OSI et TCP/IP. Donc, c'est à peu près équivalent entre les deux. Donc, voilà, le network access, la couche réseau, elle est équivalent ces deux-là. Le couche Internet, c'est équivalent à la couche réseau. Le transport, c'est le même, hein. L'application, elle résume ces trois couches. Donc, après, vous avez, voilà, un TP pour la simulation, pour le trafic web et les éléments de suite TCP/IP pour bien sûr travailler et pratiquer. On a aussi la segmentation des messages. Donc, la segmentation, c'est un processus de séparation des messages en des unités plus petites. Donc, il a l'avantage suivant, l'augmentation de vitesse et l'augmentation de l'efficacité. Voilà, exemple. Donc, segmenter, c'est subdiviser le message en gros messages, en des petits messages pour atteindre la destination sous forme de plusieurs prises qui vont être réassemblées à la destination. Il y a aussi le UDP, l'unité de données de protocole. On appelle ça le PDU, Packet Data Unit. Voilà, donc vous avez par exemple une quantité de données, voilà, c'est l'unité de données qu'on va le subdiviser en des fragments ou des paquets, en des segments ou jusqu'à des bits. Vous voyez ici, donc data jusqu'à bits. Bon, pour l'encapsulation, on a déjà parlé. La désencapsulation, on a déjà parlé. Voilà, l'adressage de la couche 3, on a déjà parlé de ça sur le chapitre précédent, le chapitre 2 et 3. Le UPv4 sur 32 bits, le UPv6 sur 128 bits. On définit ici l'adresse IP source au côté, c'est-à-dire l'expéditeur et notre adresse IP destination côté destinataire. Voilà. Donc voilà la source, voilà la destination et tout ça va être encapsulé ici dans un paquet. Ok, tout ça, on a déjà bien parlé. On peut définir sur le même réseau plusieurs périphériques. Vous voyez ici, par exemple, on a un même réseau, on a un périphérique, deuxième périphérique, troisième et quatrième. Chacun, il a
C'est une adresse machine, hein. Le 104, donc le réseau commun, c'est combien ici? Le réseau commun est égal à 192.1.0, peut-être slash 24. Ok. Ah bon, je vais passer tout ça. Donc, les rôles des adresses de la couche de liaison de données. Donc, dans la couche donc, la couche IP réseau, on trouve les adresses IP. Mais dans la couche liaison de données, on parle avec l'adresse MAC. Donc, l'adresse MAC source, c'est l'adresse MAC destination. Et réellement, c'est ça le paquet, la trame Ethernet, il est constitué par adresse MAC source, adresse MAC destination, et dans laquelle il y aura de la encapsulation du paquet IP qui est constitué de quoi? De l'adresse IP source et l'adresse IP destination. Voilà. Et donc là, lorsque le périphérique se trouve sur le même réseau Ethernet, le bloc de liaison de données utilise l'adresse MAC réelle de la carte réseau de destination. Donc les adresses MAC sont physiquement incorporées dans la carte réseau Ethernet. Donc l'adresse MAC source sera celle de l'expéditeur de lien et la destinataire, l'adresse MAC de destination sera toujours la même hein, que la source. Donc, on peut utiliser des périphériques sur les réseaux de distance, voilà, des routeurs, par exemple, vous voyez ici, qui ont aussi de leur part des adresses IP sources et des adresses IP destination. Et même dans le réseau distant, ici, le web server, il a une adresse IP source et une adresse IP sur une adresse MAC. Voilà. Bien sûr, ils ne sont pas sur le même réseau, hein. Si c'est 192 et là, c'est 172. C'est quoi le rôle de la couche réseau? Donc, la couche réseau, ou l'heure de l'adresse dans la couche réseau, euh, donc ce sont des adresses sources et des destinations qui font partie du réseau. Et voilà, donc il sert à router le trafic entre ces différents routeurs ou adresses. On a dit que dans la partie couche de liaison de données, on définit les adresses MAC, donc elle va transférer le trafic, voilà, entre dans un réseau bien déterminé. Donc la destination est distante, voilà, la destination c'est distante. La couche 3 fournit à la couche 2 l'adresse IP et la passerelle par défaut. Donc la passerelle défaut, par exemple ici, la passerelle par défaut c'est quoi? Celui ici. Donc, la passerelle par défaut, c'est cette adresse-là. Voilà. OK. Donc, les rôles des adresses de la couche de liaison des données, on a différents réseaux IP, hein. Voilà. Donc, l'adressage de des liaisons de données est un adressage local, de sorte qu'il y aura une source et une destination de chaque lien. Voilà. Et il va vous donner l'adresse MAC de la source, et là, c'est l'adresse destination. La passerelle par défaut, bien sûr. Parce que pour l'autre, on ne le connaît pas. Puisque l'adressage de la liaison donnée est un adressage local, il y aura une source et une destination pour chaque segment au saut de travers vers la destination. C'est-à-dire, je dois avoir ce qu'on appelle la gateway qui va nous aider de passer de ce réseau vers ce réseau et ainsi de suite jusqu'à atteindre le réseau final. Donc, l'adresse MAC, voilà pour le deuxième saut. Donc, on a une destination du network card et la source du
carte réseau et l'adresse IP source et l'adresse IP destination. Et pour chaque élément, on a l'encapsulation des encapsulations dans la source et la destination. Voilà, donc c'est tout un scénario pour atteindre la destination. Toujours, on a une adresse MAC source, une adresse IP MAC destination et une adresse IP source qui est toujours là. L'adresse IP source, c'est toujours cette adresse. Mais là, l'adresse destination, ça sera ici, l'adresse MAC source. Et cette adresse, l'adresse MAC destination, c'est celui-là. Comme ça, je peux travailler sans aucun souci hein, sur notre environnement. Voilà, c'est de la même façon. Voilà, finalement, vous allez un petit peu Wireshark. Wireshark, c'est un logiciel open source qu'on peut le télécharger pour travailler sur la carte réseau et voir les différentes captures de trafic sur votre réseau. Ok. Il y a aussi le ICMP. On peut capturer le ICMP avec Wireshark. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a appris de ce module? On a parlé sur les règles, donc les protocoles qui doivent avoir un expéditeur et un destinataire. Donc, les protocoles informatiques exigent le codage, le formatage, l'encapsulation, le déencapsulation, le calendrier, etc. Donc, on a le protocole qui envoie des messages sur le réseau, nécessite l'utilisation de plusieurs protocoles. Chaque protocole réseau a son propre fonction, son format et ses propres règles de communication. Suite, on a toute une suite de protocoles. Une suite de protocoles est un groupe de protocoles interliés et on a vu toute la liste ou le modèle OSI qui contient plusieurs protocoles réseau. Donc, on a 7 couches pour le modèle USI, 4 couches pour le modèle TCP/IP, qui sont équivalents à peu près. Hein. On a le PDU pour, bien sûr, ce qu'on appelle le data unit. On a 5 PDU, les données, les segments, le paquet, les frames, c'est la trame et les bits. Et voilà, l'accès aux données, on peut l'avoir avec la couche réseau ou la couche liaison de données à travers des adresses MAC source et destination, adresse IP source et destination. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous me laissez quelques minutes et on va continuer.
On va tester le Wireshark. Voilà, je reviens sur Azure, toujours. Voilà la machine. Donc, je me connecte avec RDP. C'est une machine de test. Voilà. Et on reconnecte. Et voilà, je tape le mot de passe. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? La machine, on a des cartes réseau, donc on va vérifier la carte réseau sur cette machine, puis on va installer Workshark ensemble. Je fais une petite démonstration comment installer sur le logiciel qu'on utilise souvent pour le monitoring des paquets IP, etc. Et pour l'analyse de trafic, essentiellement. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais ouvrir le terminal. ipconfig. Voilà, donc la machine a une adresse IP IP4 avec une passerelle par défaut, avec le masque de réseau, avec voilà. Mais pour voir IPv4/all, pour voir tout l'adressage, donc voilà, ici c'est l'adresse MAC, hein. Voilà, il est là, l'adresse IPv4, il est là. Donc il est bien fonctionnel. Si je teste, par exemple, le ping 10.0.0.4, voilà, ça marchait bien. Donc là, j'ouvre le Edge et je télécharge. Qu'est-ce qu'on va télécharger? Le Wireshark. Voilà, je télécharge Wireshark. Get started. Pas ça. Je dois télécharger. J'ai dit download. Voilà. Pour Windows 64, voilà. Pour Windows. Et voilà. J'installe le logiciel. Next, next, next. Hop, next. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, icône. Hop, et installe USB Cap. J'ai pas besoin. Voilà, j'attends l'installation de ce logiciel. J'ai. I agree. Ok, j'accepte. Demande des restrictions, j'ai pas besoin. Next. Et finish. Next. Hop. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire ça.
Et c'est quoi ça? On va bloquer ou fermer cette fenêtre. Euh, Pas besoin réellement de cette fenêtre. Et vu que c'est imbriqué, peu importe. J'ai besoin de Wireshark. Wireshark. Voilà l'application. Mais là, l'idée, c'est de vous montrer comment ce Wireshark peut détecter les protocoles générés sur la machine, hein, ou sur la carte réseau. Donc là, la carte réseau, elle est comment? Quel est le type de carte réseau ici? C'est une carte réseau, comment? Ethernet, normalement. Voilà, il s'appelle Ethernet. C'est pas de Wi-Fi, hein. Là, donc je vais choisir ici Ethernet. J'ai déjà le trafic, vous voyez ici. Et je fais double clic. Et voilà. Le problème ici, vous voyez, donc il y a le TCP, il y a d'autres protocoles comme vous voyez dans cette partie. Et là, comment je dois fixer ça? Ah, voilà. Je vais fermer tout ça. Voilà. Maintenant, on va faire de l'analyse de trafic. C'est pas l'analyse de trafic, c'est-à-dire je vais voir essentiellement les protocoles qui sont en cours. Voilà, donc là, j'ai deux fenêtres et je vais faire le ping. Voilà. Donc la destination, le 10004. Donc c'est un ping. Avec le ping, ce retour-là, il est fait par un protocole qui s'appelle ICMP. Donc je vais faire ping moins T. Voilà. Donc comme ça, toujours je fais des pings et je vais arrêter ce trafic et je lance. Voilà. Donc il y a la source destination. Voilà, voilà. Protocole SCMP, par exemple. Voilà la liste du protocole. Il y a des paquets qui font partie. Hmm. Je vais, mon PCP, ICMP ne s'affiche pas. Qu'est-ce qu'on va faire de, par exemple, HTTP? Ici, ici, localhost. OK. Voilà, et voilà. Vous voyez, il y a quelque chose sur le HTTP, sur la destination 004. Voilà. Donc là, il y a le protocole, il y a du flux sur le HTTP, quelque part. Voilà, tout le trafic HTTP. Donc c'est là, c'est bien défini dans cette trame, hein. Mais il est en hexadécimal, donc il faut bien lire les différents segments de cette trame. Donc il donne la trame, le frame, c'est un frame Ethernet. Voilà, les différents champs.
La version, on a parlé de la version IPv4. Voilà. La source, c'est 10. Vous voyez ici, la source, c'est 10.0.0.4. Mais par exemple, si je visite un autre site, hein, c'est possible aussi. C'est possible aussi de le détecter. Voilà. D'autres sites. Mhm. Mais tu peux chercher aussi ce qui... Pourquoi le CMP, ça marche pas? Non. Hmm. CMP, ça marche pas. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut utiliser le FTP, par exemple? Le FTP, c'est le FileZilla. Voilà. Et là, 127. Bon, 22. Je vais connecter. Est-ce qu'il y a de FTP? Non. Hmm. Et là, sur le Lopac, si je fais 110.0.0.1.4, il n'y a pas de connexion, c'est ça. Mhm. Même là, rien n'est généré. Mhm. Bon, il y a des filtres, il y a d'autres. Donc là, l'idée ici, c'est que je génère un trafic. Je vais voir ici le protocole. Donc là, vous avez seulement du TCP, on a vu de HTTP aussi. Il est là, mais il y a d'autres protocoles. Voilà. Donc la suite, donc là, l'idée, c'est d'installer le logiciel et vous commencez à, bien sûr, capturer le trafic à partir d'une carte réseau sur votre machine. Mais voilà, dans le lab, vous allez avoir tous les guides pour bien mener le TP, bien sûr avec tous les exercices demandés qu'on va le voir ensuite, par la suite, dans la séance présentielle. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Bye bye.